La Terre a 4 à 5 milliards d'années. Et malgré tous nos satellites, nos cartes et notre technologie, elle continue de nous surprendre. Il existe encore des endroits qui semblent appartenir à un autre monde. Certains défient la logique, d'autres donnent l'impression que la nature a complètement oublié les règles. Le plus étonnant, c'est qu'ils sont bien réels. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ces lieux extraordinaires. Et plus le voyage avance, plus il devient difficile de croire que tout cela existe sur notre propre planète. Verria, Island. Avant même d'apercevoir les fumerolles, l'odeur de soufre annonce que le sol n'est pas aussi stable qu'il en a l'air. À Verrir, la terre siffle, bouillonne et libère des colonnes de vapeur au milieu d'un paysage presque dépourvu de végétation. Cette zone géothermique, située près du lac Mývatn, se trouve au-dessus d'un système volcanique actif. La chaleur souterraine porte l'eau à haute température, tandis que les gaz remontent vers la surface à travers des fissures invisibles. Les mares de boue changent de forme et leurs couleurs proviennent de minéraux déposés par l'activité hydrothermale. Le danger vient surtout de ce que l'on ne voit pas. Une croûte peut cacher de l'eau brûlante, tandis qu'une rafale peut rabattre les gaz vers les visiteurs. Les chemins balisés restent donc indispensables. Verrir permet d'observer les mécanismes qui alimentent l'énergie géothermique islandaise, mais le site demeure un environnement actif plutôt qu'un décor aménagé. Les infrastructures doivent donc canaliser le passage sans isoler complètement le terrain. La surveillance géologique aide à repérer les changements susceptibles d'affecter la sécurité. Ici, ressources énergétiques, activités volcaniques et risques naturels proviennent de la même chaleur souterraine, dont l'évolution reste difficile à prévoir, même avec des instruments modernes et une surveillance scientifique régulière sur le terrain actuel. Canyon de Fjaðrárgljófur, islandais. Il suffit d'approcher du bord pour comprendre pourquoi ce canyon fascine autant de voyageurs. Sous les falaises couvertes de mousse, une rivière étroite se faufile entre des parois découpées, dessinant des courbes visibles depuis les belvédères et Fjaðrárgljófur s'étend sur environ 2 km dans le sud de l'Islande. Son relief résulte de l'érosion provoquée par les eaux glaciaires qui ont lentement creusé la roche volcanique pendant des milliers d'années.
Depuis les passerelles, le regard suit des méandres des cascades et des crêtes sombres. Pourtant, cette beauté reste fragile. La fréquentation a compacté les sols, arraché la végétation et contraint les autorités à fermer certaines zones pour permettre leur restauration. Ici, quitter le sentier ne signifie pas seulement prendre un risque personnel. Cela peut laisser une trace durable dans un environnement où la mousse se régénère lentement. Les visiteurs doivent respecter les chemins aménagés et accepter que certains accès soient temporairement interdits. Fiadrar Rufor montre qu'un site spectaculaire peut devenir vulnérable précisément au moment où il gagne en célébrité. Sa préservation dépend d'un tourisme responsable, d'une surveillance constante et d'une gestion capable de limiter l'érosion sans retirer au lieu son caractère sauvage et la stabilité fragile de ses paysages volcaniques islandais. Skellig Michael, Irlande. Il n'y a ni route, ni quai, ni ascension facile. Pour atteindre Skellig Michael, il faut d'abord affronter l'Atlantique, puis gravir des centaines de marches taillées dans la roche et balayées par le vent. Cette île située au large du sud-ouest de l'Irlande abrite un monastère construit par des religieux qui avaient choisi l'un des lieux les plus isolés du pays pour vivre, prier et survivre. Les cellules en pierre sèche, les oratoires et les terrasses révèlent une maîtrise remarquable de la construction sans mortier. Chaque mur devait résister aux tempêtes, à l'humidité et au manque d'espace. Aujourd'hui encore, la visite reste exigeante. Les traversées sont souvent annulées, les marches peuvent devenir glissantes et le nombre de visiteurs demeure limité pour protéger les structures ainsi que les oiseaux marins. Skellig Michael impressionne moins par sa taille que par la décision humaine qu'il représente. Tout y rappelle jusqu'où certains hommes étaient prêts à aller pour s'éloigner du monde et bâtir une vie spirituelle dans un environnement presque inaccessible, exposé sans relâche aux puissantes tempêtes atlantiques hivernales. Hull de Calsouille et phare de Calour, Ullferroé. Une étroite bande de roches, des falaises abruptes et un phare posé au-dessus de l'Atlantique. L'accès à Calour paraît simple jusqu'au moment où le brouillard recouvre le sentier. Sur l'île de Calsouille dans les Féroé, la randonnée traverse des pâturages humides avant d'atteindre un promontoire exposé au vent. Le phare construit en 1927 se dresse près de parois qui tombent presque verticalement dans la mer.
Le parcours n'est ni long ni techniquement complexe, mais les conditions changent rapidement. La pluie rend le sol glissant. Les rafales déséquilibrent les marcheurs et la visibilité peut disparaître en quelques minutes. Il faut également respecter les terrains agricoles et les règles d'accès fixées localement. Depuis les hauteurs, la vue s'étend vers les caps, les îlots et les montagnes voisines, mais elle dépend entièrement de la météo. Kalsoy rappelle que dans les Féroé, la distance compte moins que l'exposition. Quelques kilomètres suffisent pour passer d'un village abrité à un paysage où le vent, l'océan et le relief contrôlent chaque étape du déplacement. Ici, le paysage récompense ceux qui savent renoncer à temps. Villa Epecuén, Argentine. Pendant près de 25 ans, une ville entière est restée enfermée sous plusieurs mètres d'eau salée. Lorsque la lagune s'est enfin retirée, elle n'a pas rendu les hôtels, les rues et les maisons dans leur état d'origine. Elle a laissé un paysage blanchi, fissuré et silencieux. Villa Epecuén avait pourtant été l'une des stations thermales les plus fréquentées d'Argentine, attirant des milliers de visiteurs venus profiter de ses eaux riches en minéraux et de ses infrastructures touristiques. Tout bascule en 1985, lorsqu'une digue cède après de fortes pluies. L'eau monte rapidement et oblige les habitants à abandonner leurs maisons. Des années plus tard, le sel a rongé les façades, déformé les véhicules et détruit presque toute la végétation. Marcher aujourd'hui dans ces ruines, c'est observer les conséquences directes d'un désastre hydraulique sur une économie touristique entière. Le site conserve la mémoire de familles déplacées et d'un territoire toujours dépendant des variations de la lagune. Villa Epecuén rappelle ainsi qu'une destination prospère peut disparaître lorsque les infrastructures, le climat et la gestion de l'eau cessent de fonctionner ensemble sans préparation suffisante face à une crise aussi rapide. Fort Marins de Maunsell, Royaume-Uni. Au large de l'estuaire de la Tamise, d'étranges tours métalliques semblent encore attendre une attaque qui ne viendra plus. Les forts marins de Maunsell furent construits pendant la Seconde Guerre mondiale pour défendre Londres et les routes maritimes contre les avions et les mines ennemies. Installées sur des plateformes soutenues par de hauts piliers, ces structures accueillaient des soldats, des canons anti-aériens, des radars et des espaces de vie isolés au-dessus de la mer. Après la guerre, plusieurs forts furent abandonnés
puis utilisé par des stations de radio pirates dans les années 1960. Aujourd'hui, leur acier rouillé, leurs passerelles disparues et leur exposition constante aux vagues compliquent toute restauration. Certains ensembles peuvent être observés depuis des bateaux, mais l'accès reste dangereux et strictement limité. Ces constructions montrent jusqu'où l'ingénierie militaire pouvait aller pour occuper une zone sans terrain stable. Elles racontent aussi l'évolution des technologies de défense, puis leur obsolescence rapide. Les forts de Maunsell ne sont ni des navires ni des îles. Ce sont des fragments d'architecture stratégique laissés face au vent, à la corrosion et aux marées qui les fragilisent chaque année davantage. Leur avenir dépendra de projets coûteux capables de concilier sécurité, mémoire et conservation maritime. Salar d'Uyuni, bolivien. Pendant la saison des pluies, le sol disparaît sous quelques centimètres d'eau et le ciel semble se prolonger jusqu'à l'horizon. Le Salar d'Uyuni, dans le sud-ouest de la Bolivie, est la plus vaste étendue de sel au monde. Il occupe le fond d'anciens lacs préhistoriques qui se sont évaporés, laissant une croûte composée principalement d'halite, sous cette surface presque plane se trouvent des saumures riches en lithium, une ressource stratégique pour les batteries et la transition énergétique mondiale. La visite change entièrement selon la saison. Quand le salar est sec, les véhicules traversent un réseau de polygones formé par la cristallisation du sel. Lorsque l'eau recouvre la surface, certaines routes deviennent impraticables, mais le miroir naturel attire des voyageurs du monde entier. Les excursions rejoignent souvent des îles couvertes de cactus géants, des hôtels construits en blocs de sel et des zones éloignées où l'orientation devient difficile. Malgré son apparente simplicité, ce paysage reste fragile. Les véhicules, les déchets et l'exploitation minière peuvent affecter les sols, les réserves d'eau et les communautés voisines. L'extraction du lithium suscite notamment des débats sur la consommation d'eau dans une région déjà aride. Uyuni ne représente donc pas seulement une destination spectaculaire, il se trouve au centre d'un équilibre complexe entre tourisme, industrie, souveraineté économique et protection d'un écosystème unique dont les transformations concernent désormais, bien au-delà des frontières boliviennes aussi. Lac Natron, tanzanien. Dans cette eau rougeâtre, presque aucun animal ne peut survivre longtemps, mais des milliers de flamands viennent pourtant y établir leur colonie. Tiandechank.
Le lac Natron, au nord de la Tanzanie, est alimenté par des sources minérales et par des cours d'eau qui traversent des terrains volcaniques. L'évaporation intense concentre les sels et rend son eau extrêmement alcaline. Des micro-organismes adaptés à ces conditions produisent de les pigments qui colorent parfois la surface. Cette chimie protège les zones de nidification contre de nombreux prédateurs et fait du lac un site essentiel pour les flamants nains d'Afrique de l'Est. Toutefois, son apparence alimente souvent des récits exagérés sur des animaux instantanément pétrifiés. En réalité, les carcasses peuvent être recouvertes de dépôts minéraux après leur mort, sans que le lac transforme immédiatement les êtres vivants en pierre. L'accès demande de la prudence, car la chaleur, les sols salins et l'isolement compliquent moins que les déplacements. Natron montre qu'un milieu hostile pour la plupart des espèces peut devenir indispensable à celles qui ont développé des adaptations précises. Sa protection dépend du maintien de cet équilibre hydrologique. Parc national Nahanni, Canada. Une rivière sauvage traverse ici des canyons sans route, avant de chuter brusquement d'une hauteur presque 2 fois supérieure à celle des chutes du Niagara. Le parc national Nahanni, dans les territoires du Nord-Ouest, protège un vaste ensemble de montagnes, de sources thermales, de grottes karstiques et de vallées difficiles d'accès. Virginia Falls constitue son point le plus connu, mais l'essentiel du territoire reste éloigné de toute infrastructure permanente. La plupart des visiteurs arrivent par hydravion, puis parcourent la rivière en canot ou en radeau pendant plusieurs jours. Les rapides, la météo et l'isolement imposent une préparation sérieuse car les secours peuvent être longs à organiser. Le parc possède aussi une forte importance culturelle pour les Dénés, dont les liens avec ce territoire précèdent largement sa protection officielle. Nahanni ne se résume donc pas à une aventure en pleine nature. Il associe conservation écologique, histoire autochtone et gestion d'un espace où le tourisme doit rester limité pour préserver les cours d'eau, la faune et les paysages karstiques. Cette protection repose sur les communautés locales.
Chaussée des Géants, Royaume-Uni. Des dizaines de milliers de colonnes s'emboîtent au bord de l'Atlantique, avec une régularité qui semble presque impossible. La chaussée des Géants en Irlande du Nord s'est formée il y a environ 60 millions d'années, lorsque des coulées de lave ont refroidi et se sont contractées. Ce processus a produit des blocs polygonaux souvent hexagonaux, qui descendent des falaises jusqu'à la mer comme un vaste pavage naturel. La géologie explique leur formation, mais les récits populaires ont longtemps attribué l'endroit au géant Finn McCool. Cette double lecture scientifique et culturelle participe encore à l'identité du site. Sur place, les visiteurs doivent surveiller les marées, les roches glissantes et les vagues capables d'atteindre les plateformes basses. La fréquentation importante exige également une gestion précise des sentiers du stationnement et de l'érosion côtière. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la chaussée des Géants montre comment un phénomène volcanique ancien peut devenir à la fois laboratoire géologique, symbole national et destination internationale. Sa conservation dépend désormais d'un équilibre entre accès public-sécurité et protection d'un littoral constamment exposé aux tempêtes soumis aux vents puissants et aux vagues. Île des Poupées, Mexique. Au sud de Mexico, une île couverte de poupées défigurées attire des visiteurs qui viennent chercher une histoire plus inquiétante que le paysage lui-même. Suspendues aux arbres cloués, aux cabanes ou abandonnées près des canaux, certaines n'ont plus de yeux de bras ou de vêtements. L'isla de las Muñecas se trouve dans la zone lacustre de Xochimilco, un réseau de chinampas et de voies navigables façonnés par des siècles d'agriculture et d'occupation humaine. La réputation du lieu est liée à Julian Santana Barrera, ancien gardien de l'île qui aurait commencé à accrocher des poupées après avoir découvert le corps d'une jeune fille noyée. Selon le récit transmis localement, il cherchait à apaiser son esprit ou à protéger le terrain. Pourtant, aucune version définitive ne permet de séparer entièrement les faits de la légende. Au fil du temps, les visiteurs ont ajouté leurs propres poupées, transformant le site en attraction touristique. Derrière son apparence macabre, l'île pose aussi des questions sur la conservation de Xochimilco, la pollution des canaux et la pression exercée par les excursions.
La découvrir exige donc de respecter les habitants, les embarcations locales et un environnement fragile que le folklore ne doit pas faire oublier. Cette tension entre mémoire personnelle, croyances populaires et exploitation commerciale provoque fascination et malaise. Canyon de la rivière Fish, Namibie. Depuis le bord, le fond paraît si éloigné que les sentiers disparaissent presque immédiatement dans les parois. Le canyon de la rivière Fish, au sud de la Namibie, s'étend sur environ 160 km et compte parmi les plus vastes canyons d'Afrique. Son relief résulte de fractures anciennes de soulèvements géologiques et d'une érosion prolongée par la rivière, aujourd'hui irrégulière, selon les saisons. La traversée intérieure est réservée aux randonneurs expérimentés et n'est généralement autorisée que pendant les mois les plus frais. Il n'existe presque aucune sortie intermédiaire. Les communications restent limitées et l'eau disponible peut être insuffisante ou impropre à la consommation. Chaque participant doit donc prévoir son autonomie, surveiller la chaleur et connaître ses capacités physiques. Les autorités ferment le parcours lorsque les conditions deviennent dangereuses. Depuis les belvédères, la visite paraît plus accessible, mais le paysage conserve la même échelle impressionnante. Le canyon de la rivière Fish rappelle qu'un itinéraire spectaculaire peut devenir critique dès que la distance, l'isolement et la température sont sous-estimés. Même une randonnée bien planifiée exige une discipline constante au fond du canyon namibien. Cratère de gaz de Darvaza, Turkménistan. Depuis des décennies, une immense cavité brûle au milieu du désert, sans jamais s'éteindre complètement. Le cratère de gaz de Darvaza, au Turkménistan, est devenu célèbre pour ses flammes visibles de nuit et la chaleur qui s'échappe de ses parois. Son origine remonte à une opération de forage menée à l'époque soviétique, lorsque le sol se serait effondré au-dessus d'une poche de gaz naturel. Le feu aurait été allumé pour empêcher la diffusion de méthane, mais il a continué bien au-delà de ce qui était prévu. Aujourd'hui, le site attire des voyageurs prêts à traverser le désert du Karakoum pour observer ce phénomène industriel devenu attraction touristique. Pourtant, l'environnement reste difficile. Pistes isolées, fortes variations de température et absence d'infrastructures proches. Darvaza soulève aussi des questions sur le gaspillage énergétique, les émissions et la gestion des anciens sites d'extraction.
Ce cratère impressionne par son apparence, mais il rappelle surtout qu'une intervention technique mal maîtrisée peut produire des conséquences durables visibles pendant plusieurs générations et difficiles à corriger malgré les moyens de surveillance, de confinement et de réduction des émissions disponibles aujourd'hui. Vallée de l'Omo, Éthiopie. Dans cette vallée, un fleuve ne sépare pas seulement les terres. Il organise depuis des siècles les cultures, les déplacements et la survie de nombreuses communautés. Le bassin inférieur de l'Omo, au sud-ouest de l'Éthiopie, réunit des peuples aux langues, aux traditions et aux systèmes sociaux distincts. L'agriculture de décrue l'élevage et les échanges locaux dépendent étroitement du rythme saisonnier du fleuve et des pâturages environnants. Cette organisation est aujourd'hui soumise à de profondes transformations. Les barrages, les plantations industrielles, les variations climatiques et les nouvelles infrastructures modifient l'accès à l'eau et aux terres. Le tourisme apporte parfois des revenus, mais il peut aussi réduire les habitants à des images superficielles ou encourager des mises en scène culturelles. Découvrir la vallée de l'Omo demande donc une approche respectueuse, fondée sur l'écoute, le consentement et le recours à des guides locaux. La région ne doit pas être présentée comme un territoire figé hors du temps. Elle montre, au contraire, comment des sociétés adaptent leurs pratiques face à des changements économiques, environnementaux et politiques rapides, tout en cherchant à préserver leur autonomie et leur identité. Laguna Colorada, Bolivie. À plus de 4000 mètres d'altitude, une lagune rouge apparaît au milieu de l'altiplano bolivien entourée de volcans de sel et de vents violents. Sa couleur ne vient pas d'un effet de lumière, mais de pigments produits par des algues et des micro-organismes adaptés à une eau riche en minéraux. Laguna Colorada s'étend dans la réserve nationale Eduardo Avaroa, près de la frontière avec le Chili, dans une région où l'air était rare et les températures peuvent chuter rapidement. Malgré ces conditions extrêmes, le site accueille plusieurs espèces de flamants, dont le flamant de James qui vient se nourrir dans les zones peu profondes. Les îlots blancs, visibles à la surface, sont formés par des dépôts de borax, contrastant avec les teintes rouges et brunes de l'eau. L'accès se fait par des pistes isolées, souvent à bord de véhicules tout-terrain avec peu d'infrastructures et de longues distances entre les étapes.
Les visiteurs doivent donc prévoir l'altitude, le froid et la sécheresse. Laguna Colorada montre comment un milieu apparemment hostile peut soutenir un écosystème spécialisé dont l'équilibre dépend étroitement du niveau de l'eau, de la qualité des habitats et des variations climatiques. Tunnels de lave de Jeju, Corée du Sud. Sous les paysages verdoyants de Jeju, un réseau de tunnels conserve la trace directe d'éruptions survenues il y a des milliers d'années. Ces galeries se sont formées lorsque des coulées de lave ont refroidi en surface, tandis que la matière liquide continuait de circuler dessous là. Une fois évacuée, elle a laissé de longs conduits souterrains, parfois assez vastes, pour permettre le passage de groupes entiers. Le système de Geomunoreum comprend plusieurs cavités remarquables, dont le tunnel de Manjangul, connu pour ses parois striées, ses banquettes de lave et ses formations minérales. La température y reste stable, mais l'humidité, l'obscurité et les sols irréguliers imposent un aménagement précis. Seules certaines sections sont ouvertes au public afin de protéger les chauves-souris, les micro-organismes et les structures fragiles. Les tunnels de Jeju intéressent les volcanologues parce qu'ils montrent le déplacement, le refroidissement et la solidification de la lave basaltique. Leur conservation dépend d'un contrôle strict des visiteurs de l'éclairage et de la qualité de l'air. Ici, l'activité volcanique ne se lie pas seulement dans les cratères. Elle se découvre aussi sous terre, dans une architecture créée par le mouvement de la lave. Caverne de Carlsbad, États-Unis. Sous le désert du Nouveau-Mexique se cache un réseau de salles assez vaste pour contenir des immeubles entiers. Les cavernes de Carlsbad se sont formées lorsque des eaux chargées d'acide sulfurique ont dissous lentement le calcaire. Ce processus a créé des galeries des puits et d'immenses chambres souterraines, dont la Big Room, l'une des plus grandes salles accessibles au public en Amérique du Nord. À l'intérieur, stalactites, stalagmites et colonnes témoignent d'une croissance extrêmement lente. Une simple cassure peut détruire en quelques secondes une formation vieille de milliers d'années. Les parcours aménagés, l'éclairage contrôlé et les restrictions servent donc autant à protéger les visiteurs qu'à préserver le microclimat. Chaque été, des centaines de milliers de chauves-souris quittent certaines cavités au coucher du soleil, offrant un autre aperçu de cet écosystème. Carlsbad n'est pas seulement une attraction géologique.
Le site montre comment l'eau, la chimie et le temps peuvent transformer une roche compacte en architecture naturelle, complexe, fragile et encore partiellement inconnue, ce qui renforce encore son intérêt scientifique, écologique et patrimonial. Île de la Déception, Antarctique. Peu d'endroits au monde permettent d'entrer en bateau à l'intérieur d'un volcan actif. Pour atteindre l'île de la Déception, il faut franchir un passage étroit entre des falaises sombres, puis pénétrer dans une caldeira envahie par la mer. Située dans les îles Shetland du Sud, elle présente des plages de cendres des glaciers recouverts de poussière volcanique et des zones où la vapeur s'échappe encore du sol. Ce territoire extrême conserve les traces d'une histoire brutale. Des installations baleinières, puis des bases scientifiques ont été abandonnées ou endommagées par les éruptions du 20e siècle. Aujourd'hui, chaque débarquement dépend de la météo, de l'état de la mer et de l'activité géologique. Les visiteurs doivent suivre des règles strictes afin de limiter les perturbations sur la faune et les sols. Rien ici n'est vraiment prévisible. C'est ce qui rend l'île si singulière. Elle réunit exploration polaire, mémoire industrielle et menaces volcaniques dans un espace capable de changer sans avertissement. Toute visite exige une préparation sérieuse et une lecture attentive des conditions des risques et des consignes scientifiques locales actuellement en vigueur. Archipel du Socotra, Yémen. Pendant des millions d'années, l'isolement a transformé cet archipel en un laboratoire naturel, presque introuvable ailleurs. Sur Socotra, des arbres au sang dragon déploient leurs couronnes en forme de parapluie, tandis que des roses du désert poussent sur des plateaux arides. Situé entre la péninsule arabique et la Corne de l'Afrique, l'archipel abrite une biodiversité exceptionnelle, avec de nombreuses espèces végétales et animales qui n'existent nulle part ailleurs. Cette richesse reste pourtant fragile. Les communautés locales dépendent de ressources limitées, de routes difficiles et d'un climat marqué par les cyclones. Le développement touristique peut apporter des revenus, mais il augmente aussi la pression sur l'eau, les déchets et les écosystèmes. Explorer Socotra exige donc plus qu'un simple déplacement. Il faut respecter les villages, limiter son impact et comprendre que chaque piste traverse un environnement lent à se régénérer. Entre falaises, calcaires, grottes, dunes et lagunes, l'archipel révèle comment une longue séparation géographique peut produire un monde vivant unique. Sa préservation dépend désormais d'un équilibre délicat
entre besoins des habitants, conservation scientifique et tourisme responsable. Sans protection, les espèces endémiques et les savoirs pourraient subir des transformations impossibles à inverser dans les prochaines décennies. Désert de Bistye de Nazin, États-Unis. À première vue, le désert semble vide. Puis apparaissent des cheminées de pierre, des crêtes noires et des formes sculptées qui donnent l'impression d'un chantier abandonné. Le Bistye de Nazin Wilderness au Nouveau-Mexique s'est formé par l'érosion de couches de grès d'argile et de charbon déposées il y a des millions d'années. Le vent et l'eau ont progressivement dégagé des houdoux des ravins et des collines aux couleurs contrastées. Aucun sentier officiel ne structure réellement la visite. Les repères sont rares, l'ombre presque inexistante et les distances difficiles à estimer dans ce relief fragmenté. Une préparation sérieuse reste donc indispensable, avec suffisamment d'eau, une carte hors ligne et une attention constante à la météo. Le sol peut devenir impraticable après la pluie, tandis que la chaleur augmente rapidement en été. Des fossiles ont également été découverts dans cette région, ce qui renforce son intérêt scientifique. Bistye de Nazin offre un accès direct à une géologie ancienne, mais son apparente liberté exige autonomie, prudence et respect d'un paysage extrêmement vulnérable. Chaque formation rappelle combien l'érosion peut transformer un territoire entier. Glacier d'Aletsch, Suisse. À première vue, ce fleuve blanc semble immobile. Pourtant, le glacier d'Aletsch avance, se fracture et perd chaque année une partie de sa masse. Étendu sur plus de 20 km dans les Alpes suisses, il constitue le plus grand glacier des Alpes. Sa surface est marquée par des crevasses, des bandes sombres de débris rocheux et des zones où la glace révèle les mouvements lents d'un immense système naturel. Depuis les belvédères de Bettmeralp ou d'Egischorn, on comprend mieux son échelle, mais aussi sa fragilité. La hausse des températures accélère son recul et modifie l'équilibre hydrologique de toute la région. Les scientifiques surveillent son épaisseur, son débit et la stabilité des versants libérés par la fonte. Pour les visiteurs, l'accès reste encadré, car marcher sur un glacier exige du matériel, une connaissance du terrain et souvent l'accompagnement d'un guide. L'Aletsch n'est donc pas seulement un paysage spectaculaire.
Il montre comment le changement climatique transforme déjà les Alpes, affecte les réserves d'eau et oblige les territoires de montagne à repenser leurs infrastructures, leur tourisme et leur gestion des risques naturels avec des stratégies d'adaptation pour les prochaines décennies. Désert des Pinacles, Australie. Au milieu des dunes australiennes, des milliers de colonnes calcaires surgissent du sable comme les restes d'une ville disparue. Le désert des Pinacles se trouve dans le parc national de Nambong, en Australie occidentale. Certaines formations ne dépassent pas leurs étages à hauteur d'un genou, tandis que d'autres atteignent plusieurs mètres et qui ont leur origine reste étudiée, mais elle résulte probablement de processus combinant coquillages calcaires, végétation ancienne et érosion. Le vent déplace continuellement le sable autour de ces piliers, modifiant leur apparence sans changer leur structure profonde. Une route panoramique et des sentiers permettent d'explorer le site, mais la chaleur, l'éblouissement et l'absence d'ombre imposent une préparation adaptée. Les visiteurs doivent aussi éviter de grimper sur les formations, car leur surface peut être friable. Le meilleur moment pour observer les reliefs se situe souvent tôt le matin ou en fin de journée, lorsque les ombres révèlent leur diversité. Les Pinacles montrent comment un paysage apparemment simple peut conserver une histoire géologique complexe, encore débattue, et façonnée par des milliers d'années de transformations naturelles très lentes. Structure de Risha, Mauritanie. Depuis le sol, ces cercles sont difficiles à distinguer. Il faut prendre de la hauteur pour comprendre pourquoi cette structure du Sahara ressemble à un immense œil ouvert dans le désert. La structure de Risha en Mauritanie mesure environ 40 km de diamètre. Longtemps interprétée comme un cratère d'impact, elle est aujourd'hui considérée comme une formation géologique érodée, liée au soulèvement et à l'exposition progressive de couches rocheuses concentriques. Le vent et l'érosion ont dégagé des anneaux composés de roches présentant des résistances différentes. Les couches les plus tendres ont disparu plus rapidement, tandis que les plus dures forment encore des crêtes visibles depuis l'espace. Sur place, l'échelle rend l'orientation complexe et les pistes traversent un environnement isolé, soumis à la chaleur et au manque d'eau. La visite demande donc un véhicule adapté, un guide expérimenté et une préparation logistique sérieuse. Risha intéresse les géologues parce qu'elle révèle la structure interne d'un ancien dôme, profondément érodé. Son apparence spectaculaire n'est pas le résultat d'un événement unique, mais d'une succession de processus lents
qui ont remodelé le paysage pendant des millions d'années. Elle constitue ainsi une archive du Sahara Tristan da Cunha, Royaume Uni. À plusieurs milliers de kilomètres du continent le plus proche, une communauté vit sur une île que les navires peuvent parfois être incapables d'approcher pendant des semaines, Ikmenine. Tristan da Cunha se trouve dans l'Atlantique Sud et appartient au territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène-Ascension et Tristan da Cunha. Son unique village, Edinburgh of the Seven Seas, est installé sur une étroite plaine dominée par un volcan actif. L'isolement détermine presque tous les aspects de la vie locale. Il n'existe aucun aéroport et les liaisons dépendent de quelques navires venant principalement d'Afrique du Sud. Les habitants produisent une partie de leur nourriture, gèrent ça des ressources limitées et doivent anticiper les retards d'approvisionnement. En 1961, une éruption força toute la population à évacuer vers le Royaume-Uni avant qu'une majorité ne choisisse de revenir. Aujourd'hui, le tourisme reste rare et soumis aux conditions maritimes. Tristan da Cunha rappelle qu'habiter un territoire éloigné exige une organisation collective, une forte autonomie et l'acceptation permanente d'un accès incertain au reste du monde, parfois pendant plusieurs longues semaines consécutives. Lac Yamdrok, Chine. À plus de 4000 mètres d'altitude, un lac turquoise s'étire entre les montagnes du Tibet, sans jamais révéler sa forme entière depuis la route. Le lac Yamdrok possède de longues ramifications qui contournent les reliefs, créant une succession de baies et de péninsules. Alimenté par la fonte des neiges et les précipitations, il occupe une place importante dans le paysage hydrologique du plateau tibétain. Pour de nombreux Tibétains, cette étendue d'eau est également sacrée. Les voyageurs doivent donc éviter de la réduire à un simple arrêt photographique. Les cols offrent des vues impressionnantes, mais l'altitude peut provoquer fatigue, maux de tête et essoufflement. La météo change vite, tandis que les routes traversent des secteurs isolés. Les projets hydroélectriques et les variations climatiques soulèvent aussi des questions sur le niveau du lac et ses écosystèmes. Yamdrok réunit ainsi géographie d'altitude, pratiques religieuses et enjeux environnementaux. Sa découverte exige du temps, une acclimatation sérieuse et un comportement respectueux envers les communautés. Les monastères et les espaces considérés comme spirituellement importants dans toute la région aujourd'hui et pour ses habitants,
Karakalpakstan, Ouzbékistan. Là où une mer intérieure occupait autrefois l'horizon des bateaux, rouille aujourd'hui au milieu du sable. Le Karakalpakstan, république autonome de l'ouest de l'Ouzbékistan, porte les conséquences visibles de l'assèchement de la mer d'Aral. À Mouinak, ancien port de pêche, le retrait de l'eau a détruit une économie locale entière et laissé derrière lui un désert chargé de sel de poussière et de résidus chimiques. Mais réduire cette région à une catastrophe écologique ferait oublier son identité propre, Les Karakalpaks possèdent une langue, des traditions et un patrimoine artisanal distincts. À Nukus, le musée Savitsky conserve une remarquable collection d'art d'avant-garde soviétique, ainsi que des objets liés aux cultures d'Asie centrale. Plus au nord, les anciennes forteresses du Khorezm rappellent que ce territoire fut traversé par des routes commerciales bien avant la crise de l'Aral. Voyager au Karakalpakstan demande cependant une préparation sérieuse, distances importantes, climat aride et infrastructures limitées. La région montre comment une décision agricole prise à grande échelle peut transformer durablement les paysages, la santé publique et les moyens de subsistance. Elle révèle aussi la capacité des habitants à préserver leur culture malgré un bouleversement environnemental, encore loin d'être résolu pour les générations actuelles et futures encore.